Et pour notre Zoom du jour, je reçois aujourd'hui Isabelle Laurent. Vous êtes auteure et mère de famille nombreuse. Bonjour madame. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on vient présenter votre livre aux éditions Artege, Maman, tu pardonnes toujours. Il n'est rien de plus grand que le cœur d'une mère. C'est un livre témoignage qui raconte la douloureuse épreuve que vous avez traversée, c'est-à-dire la perte d'un enfant, sans doute l'une des plus douloureuses qu'on puisse vivre en tant que mère, puisque en effet, un lundi de Pentecôte, pas comme les autres, qui sont gravés dans votre mémoire, c'était le 10 juin 2019, les policiers sonnent chez vous et vous annoncent la triste nouvelle. Votre fils, a priori, s'est suicidé et a été retrouvé comme ceci. On imagine un choc énorme, bien sûr, qui fait remonter des tas de souvenirs dont vous décidez de faire ce livre. Voilà, où vous racontez l'histoire de Yann, votre fils, qui a en effet une histoire particulière d'ailleurs, puisqu'il a été adopté en même temps que son frère Raphaël, ensemble en 1995. Oui. Ils ont été trouvés tous les deux dans les rues des Philippines, de Manille, recueillis par un policier qui les a emmenés dans un orphelinat. Ils ont été adoptés par une première famille aux Philippines qui les a ramenés encore une fois au bout d'1 an. Donc vous pouvez imaginer déjà la petite enfance. Ils sont arrivés chez nous à l'âge de 6 ans et demi et 7 ans et demi. Et c'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire, parce qu'il y a des vies comme ça qui commencent dès la petite enfance. On se pose des questions et on se dit mais c'est pas possible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et nous, ça a été la première question. On est allé les chercher jusqu'aux Philippines pour ça. Oui, mais il vous reste le frère maintenant, aujourd'hui encore, et puis tous vos autres enfants, évidemment. Alors, toutefois, moi, je voudrais revenir sur le pourquoi l'adoption. Vous aviez, à cette époque, déjà 3 filles. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette décision que vous avez prise avec votre mari ? Et surtout, comment est-ce que vous vous êtes organisée dans ce parcours du combattant que peut être parfois l'adoption ? Il se trouve qu'on a eu l'idée en même temps. Et c'est peut-être ça qui nous a montré que c'était quelque chose de réel, qu'on n'avait pas inventé, que c'était même pas un désir de nous. C'est quelque chose, je crois, qui existe depuis longtemps. Enfin, moi, je crois beaucoup aux signes. Et le fait qu'on ait tous les deux cette même envie au même moment, pour nous, c'était un signe que, effectivement, un enfant, alors au départ c'était un enfant, après ils sont arrivés à 2, mais ça c'est encore autre chose, mais que quelque part un enfant nous attendait. Et il suffisait qu'on trouve la voie pour le rejoindre. Et même si ça a duré longtemps, c'est vrai c'est pas facile d'adopter des enfants aujourd'hui, oui. Mais on a vécu tout ce cheminement d'une manière sereine, parce qu'on savait qu'un jour, on allait trouver le chemin qui nous mènerait donc à Yann, et finalement à Yann et Raphaël. Yann et Raphaël. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les bons mots, j'allais dire, quand on a déjà des enfants, et leur dire papa et maman vont vous apporter un autre petit frère, finalement 2. Comment est-ce qu'on trouve les mots, et comment est-ce que cette arrivée de ces 2 petits garçons qui ont complété la famille a été accueillie par vos enfants ? Je ne sais pas si ça se fait du jour au lendemain. Je pense que c'est une manière de vivre depuis toujours. Depuis toujours, on avait parrainé des enfants dans d'autres pays. On avait leurs photos, donc ils faisaient déjà partie de notre famille. Notre fille aînée a une de ses meilleures amies qui était déjà adoptée. Donc l'adoption, c'est quelque chose dont ils avaient entendu parler. Et il n'y a pas eu un avant, un après. On a l'impression que là aussi, au niveau des enfants, c'était quelque chose de naturel finalement. C'est une famille qui était faite pour voilà. Accueillir ces 2 enfants. Yann et Raphaël, ils viennent des Philippines, vous venez de le dire, oui. Avec donc une enfance un peu compliquée dans l'extrême pauvreté, dont ils ont été en partie sauvés dans cet orphelinat. Est-ce que vous avez senti qu'il restait des traces lorsqu'ils sont arrivés dans votre famille, dans un quotidien qui était bien différent du leur ? Bien sûr, ça se voyait tous les jours. Yann était quelqu'un qui aimait tout ce qui était beau. Tout ce qui était... il avait souffert de la faim, il avait souffert de la misère. Souvent, la misère se passe dans des endroits sales.
il a été sur cette montagne fumante des Philippines où les enfants vont trier les déchets. Et donc, bien sûr, tout ça, ça crée des traumatismes qui restent. Je me souviens, ils faisaient tous les deux d'ailleurs, ils faisaient des provisions, je les retrouvais dans toute la maison. Alors je leur laissais parce que c'était important pour eux de savoir que c'était là. Je surveillais juste les dates de péremption que je changeais au fur et à mesure. Mais oui, c'est vrai que tout ça, ils ont gardé des traumatismes par rapport à ça. Mais ils les ont aussi dépassés. Ça se dépasse. Vous avez réussi à créer un attachement familial, puisque le mot maman et papa, je crois, enfin les mots maman et papa sont venus assez vite, en fin de compte, dans leur enfance. Parce qu'ils ne parlaient pas français. Non, ils ne parlaient pas. Non, ils parlaient le tagalog. Mais quand je les voyais jouer avec nos enfants, c'était marrant parce qu'ils parlaient leur langue, nos enfants parlaient le français, mais on a l'impression qu'il n'y avait pas de barrage. Ils s'entendaient tous les uns les autres, c'était assez impressionnant. Et pardon, mais je ne me rappelle plus votre question. Je disais, le mot papa et maman est arrivé assez vite finalement dans leur vocabulaire. Mais peut-être parce qu'il y avait déjà des enfants dans le foyer et qu'il y a aussi ce jeu d'imitation, donc très vite. Mais je pense que, l'adoption, c'est pas dans un sens. Il y a eu une vraie intégration quand eux nous ont adoptés. Alors nous, bien sûr, c'était depuis longtemps, mais il y a eu un moment. Et moi, j'ai vu la différence avec chacun d'eux. Il y a eu un moment, ils nous ont adoptés. Et Yann, ça s'est passé au moment où il a appris qu'il avait un autre prénom, parce qu'il s'appelait Ryan, et on lui a donné un nom français. Ryan et Rafi. Voilà. Et on a trouvé 2 noms, Yann et Raphaël, assez proches. Et on a été amené à expliquer ça à Yann. Raphaël était plus petit, il avait plus de difficultés, alors que Yann a très vite compris le français. Et quand on lui a dit, mais tu sais, t'es pas obligé, on a mis ça sur les papiers, mais il était tellement heureux de ce nouveau prénom, Yann. C'est beau, Yann. Et puis, il parcourait toute la maison. Yann Laurent, c'est beau, Yann Laurent, il était... Et là, je sais qu'il était vraiment intégré. Il avait inconsciemment ce nom qui le rattachait vraiment, qui le mettait dans une famille. L'adoption du nom, l'adoption de la famille, et ils avaient été adoptés par vous. Si on dépasse un peu rapidement cette enfance qui a été heureuse dans votre foyer, Yann avait 30 ans à l'heure de sa disparition, quand il est mort, quand il a été retrouvé mort, du moins. Et vous écrivez avoir un grand regret, c'est ne pas avoir connu sa prime enfance, l'âge où il était bébé. C'est vrai. Et vous dites aussi que vous avez été finalement privé de sa vie adulte qu'il aurait pu avoir. Et malgré tout, dans le livre, à plusieurs moments, vous décrivez des signes qu'il vous envoie. Une lumière sur un buste de la Vierge Marie qu'il avait fait lui-même dans un moulage. Est-ce que ce sont des signes qui vous permettent de le savoir heureux? Oui, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit heureux. Et il m'a même appris quelque chose, je l'ai compris par sa vie. On n'a pas besoin d'une vie longue forcément. Chacun a un temps donné sur Terre et chacun a une mission. Et je crois vraiment que lui a rempli sa mission. Par tout ce qu'il a vécu, par les souffrances qu'il a vécues, mais au-delà de ça, c'était un garçon qui souriait tout le temps. C'est comme s'il avait transcendé sa souffrance. Et pour moi, c'est un témoignage, en fait, que quoi qu'il arrive dans notre vie, il y a possibilité de transcender ça et d'en faire quelque chose de magnifique. Est-ce que, dans le livre, vous décrivez beaucoup ce sentiment, la culpabilité qui est dévorante, qui a été dévorante dans toute votre famille, d'ailleurs, on l'imagine assez bien. Est-ce que vous pensez qu'elle a été amplifiée, éventuellement, par le fait que Yann ait été adopté? Est-ce que ça a rajouté du fait qu'il ne soit pas un enfant, j'allais dire, naturel, quand bien même il ait été très bien intégré dans la famille? Alors... On n'est pas toujours... J'ai souvent, quand il y a eu une période à l'adolescence, justement, alors je ne sais pas si vous allez... Oui, on va en parler, voilà. on va en parler. Donc il y a eu une période à l'adolescence où il a pris un petit peu de recul à cause d'un problème dont on n'était pas au courant.
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop comment faire, si je devais le laisser grandir. On nous avait dit que les enfants adoptés avaient plus de mal à vivre cette période d'adolescence où on coupe avec les parents parce qu'ils avaient 2 familles à couper en fait. Ils ont 2 passés. Et les questions sont plus difficiles à résoudre. Donc c'est vrai que je suis une maman en plus qui laisse assez libre ses enfants. Donc où est la limite entre m'insérer dans sa vie intime et puis le laisser grandir? Alors bien sûr, après, quand j'ai su ce qui s'était passé, bien sûr, il y a des regrets, il y a des culpabilités où je me suis dit, mais j'aurais dû m'investir plus, j'aurais dû lui poser des questions, j'aurais dû. Mais là aussi, la suite m'a appris que là où il y a de la culpabilité, de toute façon, on fait fausse route. Chacun a une vie à vivre et on ne peut pas ajouter ou retrancher quoi que ce soit à la vie de quelqu'un. Surtout qu'on ne peut pas retourner dans le passé, en fait. Il faut continuer d'avancer. D'ailleurs, justement, on va revenir sur ces doutes de mère que vous avez eus, parce que, en fait, dans certaines situations, vous avez eu la posture parfaite. Vous comptez à un moment du livre, dans un des chapitres, une scène de harcèlement dont Yann est victime et qui vous est rapportée par votre fille, et vous arrivez à intervenir. D'ailleurs, Yann trouve lui-même des solutions en restant en classe pour étudier plus longtemps, en faisant semblant de moins bien réussir ses exercices, alors que c'est un élève brillant. Mais il y a quand même eu un doute qui a continué à vous tarauder une fois son entrée au collège et puis au lycée, dans un pensionnat qui est catholique, un sentiment de malaise vraiment chez vous, qui avait été rassuré pendant un temps, mais qui a continué de vous habiter. Puis ensuite, vous avez découvert des dettes, des emprunts pendant ces études, notamment supérieures. Et surtout, 8 jours avant le suicide de Yann, lors d'un salon du livre, en discutant avec un des auteurs présents, c'est bien ça, un prêtre, il vous annonce que dans le cadre dans lequel Yann était, il y avait eu des phénomènes d'abus sexuels de la part de maîtres spirituels qui s'occupaient des élèves. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Alors tout ça nous est tombé dessus en même temps après son départ. En gros, entre son départ et son enterrement. On a appris de très belles choses et on a appris des choses très très difficiles. Et effectivement, Yann a été abusé par un père spirituel. Il a emprunté beaucoup d'argent. Alors, au début, on avait juste pourquoi il a emprunté de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Donc, c'est comme si on était enseveli sous une tonne de... Quand j'étais jeune, j'avais vu un film comme ça qui s'appelait Cousu de fil blanc. Une fille cousue de fil blanc, et c'était donc une personne où on ne connaissait pas vraiment sa vie. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on connaissait Yann? Est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et tout s'est dévoilé après. Et donc, Yann avait décidé, je vous ai dit que c'était un enfant très résilient. Il avait vécu beaucoup de difficultés petit. Il a toujours essayé de se débrouiller seul. C'était peut-être là la grande difficulté, de lui dire on est là, on est tes parents. J'ai essayé toute notre vie, on a essayé de lui faire prendre conscience qu'il n'était plus seul maintenant, qu'on était là. Mais bon, il y a des choses qui ne sont pas si faciles à... Des réflexes en fait qui restent. Oui. Et quand on a... Je suis perdue là. Je disais, on parlait des réflexes et de comment est-ce que vous avez vécu justement ces nouvelles qui vous sont arrivées toutes les unes après les autres entre le temps de sa mort et de son enterrement, puisque je suppose qu'il y a eu une enquête, que tout ça a pris du temps d'ailleurs. Oui. Et donc voilà, on a compris que le fonctionnement Yann était celui-là. Il transcendait tout ce qui lui arrivait de mal, en fait. Il le transformait en quelque chose de bien. En fait, pourquoi il avait emprunté de l'argent? Le jour de son enterrement, on a vu arriver plein d'amis qui l'avaient aidé, et qui nous ont dit Yann m'a aidé pour mes études. Et il n'avait pas peur d'emprunter de l'argent. Il nous disait toujours, mais t'inquiète pas, je me débrouillerai. Et effectivement, il se débrouillait. Il a pris plein de petits boulots en même temps que ses études. Il ne savait pas dire non, et il a aidé des tas de gens comme ça. Et je crois que c'est comme ça qu'il a dépassé tout ce qu'il vivait. C'était une manière pour lui
de dépasser en fait. Et De il visait passer toujours au-dessus voilà, de du passer traumatisme qu'il a au-dessus. vécu. Oui. Et cette attitude-là, je la connaissais chez Yann. C'était quand une maman, elle connaît son enfant. Ça faisait longtemps que j'avais vu qu'il était comme ça. Et c'est pour ça que le jour où on nous a annoncé son suicide, pour moi, c'était pas possible. C'était un être qui était beaucoup trop résilient pour finalement... Parce que après, c'est facile de se dire, il n'a pas réussi à surmonter finalement, et puis il a sombré dans le suicide. Ça ne colle pas au reste. Non, ça ne colle, mais ça n'allait pas. Ça ne va pas dans grand-chose d'ailleurs, parce que j'allais y venir. Vous êtes une famille qui est croyante, qui est catholique. Le suicide est interdit dans votre religion. Tu ne tueras point, et ça concerne nous-mêmes, évidemment. Comment est-ce que... Parce que dans un premier temps, je suppose on vous donne l'information toute crue, elle vous tombe comme ça dessus. On se dit, ce n'est pas possible, mais c'est arrivé. Comment est-ce qu'on comprend tout ça Comment est-ce que vous avez réussi à vous en relever, surtout, en famille? Alors, le suicide étant interdit, ça n'empêche pas les gens de se suicider. Et c'est pas parce que c'est interdit que je ne croyais pas. C'est bien à cause ou grâce à la personnalité de Yann que je ne croyais pas. C'était pas possible, lui qui aimait... D'ailleurs, s'il s'était suicidé, jamais dans des toilettes de cinéma parisien. Ça ne lui ressemble pas, c'est pas possible. Il l'aurait fait dans sa chambre, caché. Mais donc c'était pas possible. Comment on se sort de tout ça? C'est le sourire de Yann, c'est sa manière à lui. J'ai retrouvé dans les moments de douleur extrême, parce que j'ai vraiment eu des hauts et des bas, et j'ai retrouvé ses lettres. Il avait l'habitude de m'écrire des petits mots comme ça, très souvent. Et d'où le titre, dans un de ces petits mots, il m'avait écrit « Maman, tu m'aides parce que toi, tu pardonnes toujours ». Et en fonction de l'écriture, je me suis rendu compte que c'était un petit mot qui datait du temps où il subissait ce qu'il subissait. Le harcèlement, voilà, et le harcèlement. Et moi qui vois des signes, parce que j'ai eu ce mot comme un signe, comme s'il me disait maman, il faut pardonner, il faut aller au-delà. La vie, elle est tellement difficile, et il a toujours réussi, lui, à mettre de la lumière avec son sourire, avec tous les gens qui l'ont rencontré. On a eu une vingtaine de lettres après du ministère de l'Éducation nationale, donc le service où il travaillait, de ses collègues, de ses supérieurs, qui nous ont tous raconté à quel point ils ne pouvaient même pas croire à ce suicide, tellement c'était une personne lumineuse. Voilà comment c'est sorti. En fait, c'est son sourire et ces petits messages qu'il nous laissait au fil du temps, qui nous ont fait adopter en fait sa manière d'être. C'est d'ailleurs sans doute grâce à ce pardon que vous avez réussi à trouver et cette route que vous avez empruntée, parce que c'est un vrai cheminement en fait, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, que vous dites que des policiers commençaient à creuser un peu plus loin dans l'enquête, et eux aussi vous ont confirmé quelque part vos doutes de mère, dans le fait que visiblement ce n'était quand même pas un suicide, qu'il y avait d'autres problèmes, et vous n'avez pas souhaité creuser plus. C'est quand on a accepté dans le désir de pardonner, parce que le pardon, c'est un chemin de tous les instants, et encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il ressort une nouvelle affaire comme ça, il y a des colères qui remontent, c'est très difficile, donc c'est quelque chose à recommencer tous les jours. Mais il y a ce désir au départ de pardonner, et à partir du moment où on a eu ce désir de pardonner, eh bien, on a su la vérité. Et effectivement, il ne s'était pas suicidé, il devait témoigner 8 jours après. Et on a retrouvé sur lui, en lui, la drogue du violeur, qui fait que donc le GHB, c'est ça. La police police nous a dit que en fait, on l'avait poussé, que c'était un crime déguisé. Mais on est resté sur notre position, ça ne changeait rien. Ça ne change rien. De toute façon, oui. Et ceci dit, ça a dû vous ôter d'un poids néanmoins, le poids de savoir qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Peut-être. Je ne sais pas si c'était un poids, parce que vraiment, je n'y croyais pas. Oui, dès le début, c'était pas lui. C'était tellement pas possible. Oui, c'est plus pour les autres que j'étais contente quelque part. Oui, peut-être et pour ses frères et sœurs.
Parce frères et que sœurs, bien entre sûr. les frères et sœurs, il y a des fois, il y a une grande complicité, mais il y a aussi parfois des rivalités. Et en fait, ces frères et sœurs étaient décomposés. Ils se sont dit, mais pourquoi on n'a pas vu? Pourquoi c'est de notre faute? Parce qu'il y a toujours des petits moments où l'un et l'autre est plus en décalage, ou plus. Puis après, Le fonctionnement des des familles nombreuses, Mm. oui. Et pour eux, j'étais soulagée. Parce que personne n'y est pour rien. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus... Et puis du coup, qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire face à une telle noirceur, face à un tel acharnement? Ça nous dépasse. Il y a des dossiers en ce moment d'agression sexuelle qui remontent au niveau de l'Église avec un grand E. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Est-ce que ça vous replonge à chaque fois dans votre malheur? Ou alors est-ce que finalement vous y voyez peut-être une tentative de grand nettoyage qui est en train de se faire? Moi, je crois que la solution... Alors bon, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est juste un autre niveau. Quand il y a une telle noirceur chez les gens, ou dans les institutions, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon emmener de la lumière? Parce que la justice humaine, j'y crois pas. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans les procès, ça dure des années, c'est lourd et c'est... mais moi, je crois à autre chose. Je crois en toutes ces valeurs de bonté, de pardon, d'amour inconditionnel. Un jour, je sais que quelqu'un a dit « si l'amour sauvait le monde, ça se saurait », mais moi, je crois que l'amour sauvera le monde. C'est l'amour qui sauvera le monde. Et l'amour, c'est quoi? C'est le pardon. C'est devoir... C'est-à-dire, on est corps, on est esprit, on est âme. C'est ce que moi, je crois. Et si on reste au niveau du corps et de l'esprit, c'est-à-dire le mental, eh bien, on tourne. Il y a un petit vélo qui tourne dans notre tête et puis on est complètement emprisonné. Mais si on s'élève un petit peu et qu'on voit tout ça au niveau de l'âme, on réagit plus du tout de la même façon. Et là, les solutions commencent à émerger. Et rien que l'attitude de Yann a changé tellement le cœur déjà des gens qui nous entourent, que je crois que c'est une des pistes. En tout cas, c'est la nôtre. C'est celle que nous, on a choisie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Isabelle Laurent pour vos mots, pour votre résilience que vous avez pu nous prouver à l'écran aujourd'hui. Et je rappelle votre ouvrage, bien sûr, que je vous recommande de vous procurer. « Maman, tu pardonnes toujours. Il n'est rien de plus grand que le cœur d'une mère ». En tout cas, chez vous, c'est parfaitement vrai. Donc, c'est aux éditions Artege. Vous pourrez le retrouver également sur la boutique officielle de TV Liberté. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est sur notre site internet. Et on se dit à très vite sur TV Liberté.